Comme je l'ai dit à l'entame, c'est ce monsieur qui vient ici sur ce plateau et puis il dit, bonjour les enfants, vous allez, on va beaucoup apprendre ensemble et vous allez partir avec des questions. Moi, quand je le vois, c'est tout ce qui me vient en tête. C'est vrai. Oui. Monsieur Marcel Taï, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va? On repartira avec des questionnements aujourd'hui aussi. Bon, ça dépend. Monsieur Marcel, quand on peint votre tableau comme ça vous fait quoi? Ça vous fait genre professeur méchant ou gentil? Non, ou les deux? Non, c'est gentil. Ah, puisque c'est dans le bon sens que ça se fait. Bien sûr. Donc, bien sûr. Merci de nous honorer de votre présence ce matin. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de nous les élèves. Bon, quel qu'on soit, hein, on grandit, mais on est toujours élève dans tout ce qu'on fait. Et en ces fins d'année-là, il y a beaucoup de précautions qui sont prises par le système scolaire. On va en parler aujourd'hui, on va savoir comment est-ce que ça se fait. Et durant le premier trimestre jusqu'à là, comment est-ce que les élèves ont pu se mettre sur les bonnes pénates pour ne pas terminer dans un mauvais pied avec les professeurs et avec les parents. Cette semaine-ci, pour la plupart, c'est la semaine des compositions. Ils ont commencé hier et vont terminer jeudi ou vendredi. Donc, monsieur Marcel Toyi, l'année scolaire a commencé depuis quelques mois. Et dans les quelques mois-là, déjà, il y a eu congé de détente. Déjà, le congé de détente, là, pour assez de personnes, pour nous, c'est une tricherie. Parce que nous n'avons pas eu droit à ça. Parlons de cela d'abord. Comment est-ce que l'élève, premièrement, se prépare pour ces fins d'année-là? Quand vous dites fin d'année, il y a deux fins d'année. Oui, dites-nous. Il y a la fin d'année scolaire et la fin d'année Annuelle. annuelle. Parlons de la fin d'année annuelle. Donc, nous ne sommes pas au niveau de la fin d'année scolaire. Oui. C'est une fin d'année d'étape. Oui, d'étape. Vraiment. C'est important le rappel. Précision d'étape. Très important. Pas l'élève se disent, bon, l'année est finie. Ah. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, c'est fin d'année. Deux calendriers. Deux calendriers. Voilà. Comment il se prépare? Un élève ne se prépare pas forcément pour les fêtes, mais se prépare sur la base des prévisions et de la fixation par avance des résultats qu'il veut obtenir. À la fin d'année scolaire. Ouais. Donc, différence entre fin d'année. Ça commence bien. L'élève, il fait pas. En fait, si on comprend bien, l'élève ne se prépare pas pour la fête, mais il doit se préparer pour la fête de fin d'année. Oui, parce que s'il se prépare scolaire. pour les fêtes de fin d'année, Noël et autres, il risque de perdre de vue l'objectif pour lequel il est à l'école. D'accord. Or, il faut l'amener à ne pas perdre de vue que le plus important qui doit garantir son avenir, c'est son investissement inconditionnel dans les activités scolaires pour qu'en fin d'année, son taux de réussite qu'il a fixé, qu'il puisse l'atteindre. Parce que chaque élève doit fixer son taux à l'avance. Okay. C'est-à-dire, quand nous disons taux de réussite à l'avance, chaque élève doit se dire, je dois être le premier de ma classe. Okay, ça, c'est fixé à l'avance. Oui. La classe doit se dire, nous devons, si c'est une classe d'examen, nous devons être parmi les meilleurs de tout l'établissement. Okay. L'établissement doit se dire, je dois être dans notre circonscription pédagogique ou bien dans le pays, l'école de référence meilleure du point de vue des résultats sur la base des matières dans lesquelles on a évalué les élèves et du point de vue des attitudes et des comportements qu'on a fait asseoir dans la vie des enfants par les cours d'éducation civique et morale, théorie et pratique. Okay. Donc, c'est par rapport à ces prévisions que
en fait, la préparation même dont vous parlez, en fait, elle commence déjà, elle a commencé le 26 septembre. Oui. Et c'est le test d'évaluation pour voir si l'objectif qu'on s'était fixé, faire des bons taux et autres, qui engagent la responsabilité individuelle de l'élève, la responsabilité individuelle des enseignants, la responsabilité des chefs d'établissement, la responsabilité du personnel d'encadrement, la responsabilité du directeur régional, la responsabilité du ministère Et des parents. et des parents. Plusieurs acteurs impliqués. Tous les acteurs sont impliqués pour le résultat parce que chacun est comptable du résultat que les enfants vont obtenir. D'accord. Tous ceux qui interviennent dans la vie de l'enfant, chacun est comptable et est redevable vis-à-vis du résultat. Si le résultat est mauvais, chacun, c'est tout le monde. La preuve, l'année passée, les résultats n'étaient pas si roses que ça. Le ministère s'est senti interpellé parce que le dispositif qui avait été mis en place n'avait pas été bien compris par les acteurs et finalement, ça fait que les gens ont été surpris. Parlons de ces dispositifs d'appui. Je disais tantôt que nous nous sentions tricher avec les congés de détente. Je crois que les élèves ne comprennent pas au fait le bien fondé du congé de détente. Non, et maintenant ils ont compris, puisque c'est depuis l'année passée. Cette année, c'est la deuxième année qu'on a institué les congés de détente. Je crois que maintenant ils ont compris. Ils ont eu le temps de leur expliquer l'utilisation qu'on fait de ce temps-là. Ce n'est pas un temps de détente dans des activités perverses, dans des divertissements malsains, mais c'est un temps à consacrer pour revisiter ce que tu n'avais pas bien maîtrisé et pour vraiment se concentrer et mieux maîtriser avant la reprise des cours. Ils ont compris parce qu'on a eu le temps maintenant de leur expliquer. Voilà, les chefs d'établissement, les inspecteurs ont fait le tour dans l'établissement, ils ont eu le temps de leur expliquer c'est quoi les congés de temps parce que c'est un élément nouveau et quelle utilisation ils doivent faire pour que le résultat qu'on attend en investissant, eh bien qu'on puisse avoir le retour sur l'investissement en fin d'année. D'accord. C'est cela. Donc si un élève n'a pas compris, c'est que lui-même Oui, en fait, parce que vous avez parlé d'un mauvais comportement pendant les congés de détente. Désolée, mais jusqu'aujourd'hui, on en voit toujours. Oui, il y en a, parce qu'il faut une prise de conscience de ces élèves-là pour arriver à bien se comporter pendant les congés de détente, qui pour nous, si nous avions eu ça, par exemple, je nous défends toujours, même vous êtes dans le cas. Oui, bien sûr. on aurait fait bon usage. Je crois que Bachana a une Monsieur question. Marcel a l'habitude de parler de 3 types d'élèves. Oui, oui, Bachana, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bachana. Bonjour grand frère. Bonjour, bonjour. Moi, je vais aligner Des questions. quelques questions. Ah, ok. Je vais revenir sur le congé de détente. C'est quoi au juste? Qu'est-ce que c'est? Et puis, pendant ce congé de détente, c'est une semaine. Et voilà, une classe qui a 5 professeurs. Et un professeur vient, il aligne 30 exercices pour les congés de détente. L'autre vient, il aligne pour lui. Finalement, l'élève s'en sort avec plus de 100 exercices. Et puis, pendant les congés de détente là, également, il y a beaucoup, actuellement, il y a beaucoup d'établissements, ils disent aux élèves d'aller au cours en bigarré pour camoufler. Je ne sais pas comment les autorités réagissent face à ces désobéissances. Okay. D'accord, ça fait trois préoccupations. La première, c'est quoi, congé de détente? Congé de détente, c'est, disons, un temps qu'on a accordé aux élèves de ne pas continuer les cours, mais qu'ils profitent pour réviser, qu'ils profitent pour voir s'ils sont sur la bonne trajectoire pour obtenir le bon résultat en fin d'année. C'est un moment aussi qui permet aux enseignants, parce que le congé de temps, ce n'est pas seulement pour les élèves, c'est aussi pour les enseignants, pour que les enseignants voient si vraiment ils sont dans la bonne progression des cours et si les évaluations formatives, les compositions qu'ils ont faites, les devoirs de table, les interrogations
Si tout est en... Est-ce que les résultats de toutes ces évaluations formatives vraiment dénotent d'une bonne réussite en fin d'année? Sinon, ça permet à l'enseignant rapidement de se remettre en cause et de voir quels sont les réglages qu'il peut faire à la reprise. D'accord. Ça, c'est le rôle de l'enseignant, ça. Maintenant, au niveau du parent, le congé de détente, c'est de voir comment le parent doit accompagner l'enfant pour organiser ce temps, pour que l'enfant n'utilise pas ce temps-là pour un gaspillage et un divertissement qui ne lui sera pas profitable. Comment le parent doit le faire? Et ça nécessite l'accompagnement de ceux qu'on appelle les spécialistes en enseignement et vie scolaire. Ils sont dans les inspections, ils sont dans les directions régionales de l'éducation. C'est eux qui doivent accompagner les associations des parents d'élèves pour leur montrer comment on fait. Puisqu'il y a la recherche-action en toutes choses pour amener les acteurs de l'école à agir conformément aux normes et aux principes. Parce que si vous les laissez, ils vont agir comme ils pensent. Et malheureusement, souvent, ce n'est pas de la bonne manière. Ça, c'est ça, congé de détente. Maintenant, par rapport à ce que tu dis qu'on donne des cours aux élèves, c'est une surcharge même pas de cours, mais d'exercices plutôt. Oui. Ça pose le problème d'organisation des enseignants pendant les congés de détente. Parce que vous ne pouvez pas, vous fonctionnez en tant qu'enseignant, X, vous fonctionnez comme si l'autre enseignant n'existe pas. Non, il faut qu'il y ait une certaine coordination de ces cours-là que vous donnez aux élèves et voir l'impact que cela va avoir. Est-ce que ça ne va pas faire déborder l'enfant? Est-ce que ça ne va pas être une surcharge de travail que vous lui donnez alors qu'il a besoin aussi d'aérer sa tête par des divertissements sains? Il doit aller faire le sport, il doit aller, par exemple, suivre un spectacle pour aérer sa tête, etc. Suivre un film, etc., etc. Donc, il faut un emploi du temps de l'école et en collaboration avec les parents aussi. Oui. Ça, c'est comme ça, il faut gérer les congés de détente. Malheureusement, comme tu le dis, c'est un amer constat que nous faisons. Pour les enseignants, c'est l'occasion de se rattraper pour donner le maximum d'exercices aux élèves pour s'assurer que... ça veut dire qu'ils ne savent pas comment on fait. Ça, oui. Alors, comme ils ne savent pas comment on fait, ceux qui font la recherche-action en éducation, par exemple, ceux qui sont à l'institution des centres de l'éducation, ceux qui sont les inspecteurs aussi, par exemple, c'est eux qui doivent rapidement réfléchir pour sortir un guide d'utilisation des congés de détente. Ce guide n'existe pas. En toute chose, il faut un guide. Vous voyez, quand vous prenez les matières, quelle que soit la classe, quand vous prenez une matière comme la SVT, il y a le livre de l'élève et le livre de l'enseignant. Vous savez ça, non? Oui. Mais bien sûr. Donc, par rapport au congé de détente, comme c'est un élément nouveau, les chercheurs en sciences de l'éducation devaient se saisir de cet élément nouveau pour contribuer à apporter des réponses aux acteurs pour qu'ils apprennent comment ils doivent utiliser ce temps-là, les 10 jours-là, de façon profitable pour les élèves, pour les enseignants et pour aussi les parents. Donc, c'est un défi qu'il faut relever. Et le défi, le ministère est le premier à relever le défi parce que c'est le ministère qui a rétabli. Ça existait dans les tests, là, la réforme de 1915. Voilà, les ministres qui étaient passés, eux, ils n'avaient pas tenu compte. C'est pour ça que tu dis que vous êtes lésés. Et nous aussi, voilà. Oui. Voilà, c'est l'actuel ministre qui a trouvé que ça s'impose d'accorder ces congés-là. Oui. Vous voyez? Alors, comme il a fait et les retours que le ministère a eu montrent qu'au départ, même les inspecteurs ne s'y connaissaient pas dans le domaine, même les enseignants ne s'y connaissaient pas. Ça signifie quoi? Ça signifie que le ministère doit passer une commande. Passer la commande, c'est de demander aux chercheurs en sciences de l'éducation, sortez-moi un document d'orientation et d'utilisation des congés de détente. Alors, est-ce que vous allez faire ça, monsieur Non, on sait que monsieur Marcel peut-être serait en train de... donc voilà, c'est ça la deuxième préoccupation, non? C'est qui? Aboubakar. Ok. Ceux qui vont à l'école, en Bigarré. Je pense que ceux qui vont à l'école en Bigarré, ça, c'est les établissements qui doivent voir est-ce que c'est vraiment une bonne pratique. Est-ce que ça dérange les élèves? Normalement, il faut échanger aussi avec les élèves
pour voir, est-ce que, comme c'est congé, est-ce qu'on peut vous imposer de porter kaki ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que vous pensez? Il faut une discussion. Absolument. Vous ne pouvez pas faire des élèves, disons, des acteurs passifs de l'éducation. Non. Vous les formez pour qu'ils soient responsables de leurs actes et qu'ils soient réactifs. Vous voyez? Voilà. Vous les formez pour qu'ils apprennent à assumer des responsabilités, qu'ils prennent des décisions qui vont dans leur intérêt. À partir de ce moment, le droit à la participation est un droit qu'il faut faire asseoir dans la vie de l'enfant en demandant son avis sur tout ce qui touche ses intérêts. Ah oui. Mais qui pose la question à l'élève? On impose seulement. C'est vrai. On ne nous a jamais demandé. On nous a jamais demandé. Il faut demander. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Congé de détente, même congé de détente, là, il faut faire un sondage au niveau des élèves. Quand ils sont revenus là, que vous pouvez leur donner des copies, chacun s'assied et puis il écrit ce qu'il a fait pendant les congés de détente. Et ça permet de traiter, voilà, de traiter toutes ces informations-là et remonter là où ça doit aller pour voir vraiment est-ce que la chose fonctionne de la bonne manière. Est-ce que les gens ont la bonne compréhension de la chose? Oui. Et est-ce qu'ils en font un bon usage, etc., etc. Donc, le droit à la participation, il faut poser toujours la question aux enfants, quel que soit leur âge, demander leur qu'est-ce qu'ils pensent et vous allez recueillir leurs avis, leurs suggestions, leurs propositions et aussi, disons, oui, leur appréhension aussi. C'est ça. Ça, c'est quelque chose de très important. D'accord. J'ai également une question. Oui. Si on peut revenir sur les résultats, on sait que les parents, on est en fin de trimestre, il y a des évaluations qui sont faites, la proclamation des résultats. Et pour cet élève-là qui n'a pas eu de très bons résultats ou qui a peut-être échoué à l'évaluation, souvent les parents en fin d'année, ils disent « tu n'as pas bien travaillé, alors tu n'auras pas de cadeau de Noël ou tu ne vas pas peut-être participer à la fête de Noël ». Est-ce que c'est bien que les parents fassent ça à l'enfant pour peut-être lui dire qu'il n'est pas sur la voie d'atteindre ses objectifs, ou est-ce que ce serait mieux que le parent puisse quand même faire participer l'enfant afin de l'encourager à faire mieux? Je prends ta dernière partie. D'accord. Parce que si je prends la première partie, je dirais que Bravo, monsieur. D'accord. Parce que la première partie, le parent ne devait pas tenir ce discours de découragement au niveau de l'enfant. Un parent doit être un influenceur positif de son enfant. Oui. Il doit être un parent motivateur pour que l'enfant réussisse. Et pour le faire, il faut qu'il amène dès le départ l'enfant à se fixer un objectif et à fixer son taux de réussite à l'avance. Vous voyez, quand nous utilisons l'expression fixer le taux de réussite ou s'inscrire dans le carré d'as là, qu'est-ce qui se passe souvent? Quand nous le disons, c'est les élèves qui sont en classe d'examen, c'est après avoir corrigé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà passé l'épreuve, après avoir corrigé, c'est en ce moment qu'ils disent que l'État a fixé les taux de réussite à l'avance. Je pense quand c'est le BPC ou le bac et autres. Non, ça c'est des accusations gratuites et c'est des raisonnements d'ignorance. Mais oui. Non. C'est ce qui se dit très souvent après. C'est des propos à cause de ça que je vous offre un thé chaud. Surtout quand il n'y a pas un taux de réussite élevé, les élèves ils se font cette idée. Attendre, merci. Ouais. Les élèves se font cette idée, on se dit... oui, ça a été fixé à l'avance. À l'avance, voilà. Comme les taux ne sont pas bons, ça a été fixé à l'avance. Non, en fait, c'est chacun qui doit fixer au départ. Les taux doivent être fixés à l'avance. C'est-à-dire, vous faites une projection pour dire, nous voulons obtenir tel taux de réussite. Maintenant, c'est par rapport aux parents. En début d'année, est-ce que le parent et l'enfant avaient discuté pour que l'enfant s'engage à fixer son taux de réussite? C'est-à-dire à se dire, est-ce qu'à défaut d'être le premier, il sera dans le carré d'as, parmi les 5 premiers? Oui. Bon, qu'est-ce que tu attends de moi en tant que parent pour que je puisse t'aider à obtenir de bonnes notes et figurer parmi les 5 premiers? Si cette discussion n'avait pas eu lieu, tu ne vas pas attendre que l'enfant fonctionne comme il veut et les résultats étant mauvais, tu vas tenir ce genre de discours. Tu seras toujours mécontent. Non, non, il faut pas, c'est pas comme ça qu'il faut agir. C'est pour ça que nous disons qu'il y a que les parents, quelquefois, certains d'entre eux agissent par ignorance. Et il est du devoir des acteurs de l'éducation, ceux qui font la recherche-action,
de monter au créneau pour leur montrer comment on fait. Un parent n'est pas un spécialiste de l'éducation. Non. Non. Ce n'est pas ton job. Il y en a qui ne font que ça depuis des années, ils font de la recherche et ils savent comment on apprend, comment on obtient le résultat, comment on fait des remédiations. Mais les résultats des recherches sont là. Et donc, il est important que le parent, disons, soit à l'écoute des spécialistes pour qu'il apprenne comment on fait. Donc, il doit amener l'enfant à fixer au départ, dès la rentrée, le taux de réussite. Et quand vous fixez, quelles sont les actions quotidiennes que l'enfant doit poser pour aller vers le résultat? Oui, ce n'est pas seulement de fixer, de parler de la vision, ce n'est pas seulement de dire, voilà, ok, je suis d'accord, je vais m'engager, je vais être dans les 5 premiers. On ne dort pas pour rester dans les 5 premiers. C'est une bataille, on bosse. On en a 6 ans, allô? Pendant que d'autres dorment, on en a 6 ans. On en a 6 ans. Et Gombe, qui a mouru le dents loin. Très bien. C'est ça. Quand d'autres ronflent là, toi tu es en train d'apprendre sérieusement et tu te prépares comme ça pour les évaluations. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Si ce dispositif est mis en place, après l'engagement, il y a des actions. Vous voyez? Voilà. Et ces actions-là, c'est les recherches, c'est le suivi scolaire, c'est, disons, l'éducation aussi aux valeurs. Parce que être parmi les premiers, c'est un honneur pour l'élève, un honneur pour le parent et un honneur pour la famille. Et donc, comment on arrache cet honneur-là? Ça ne se donne pas gratuit, cadeau. Ça s'acquiert par le travail, ça s'acquiert par les échanges, les discussions et par l'inspiration, à partir des modèles de réussite aussi. Vous voyez? Oui. Mais c'est ce travail-là qu'il faut faire. Alors, si le parent n'a pas fait ce travail et il attend que c'est à la fin du trimestre, parce qu'on c'est en fin de trimestre, nous sommes en train de parler du fin de trimestre, qu'il va dire, bon, ok, tu n'as pas travaillé, mais il s'est laissé surprendre par, par ce résultat. Non, on ne se laisse pas surprendre par le résultat. On prévoit les résultats. Maintenant, si je peux, quel est le bon discours qu'un parent doit tenir à l'endroit d'un enfant qui n'a pas eu, d'abord, par rapport à un enfant qui n'a pas eu de bons résultats, pour le premier trimestre, et aussi par rapport à l'enfant qui a eu de bons résultats? Quel discours? Ok, par rapport à l'enfant qui n'a pas eu de bons résultats, le parent doit d'abord faire son mea culpa. Demander pardon. Ouais, il doit s'excuser parce que la part de responsabilité qu'il devait assumer, il ne l'a pas assumé. Motion, monsieur Marcel, parce que je comprends ce que vous dites et je respecte. Ce sont les parents qui vous attaquent comme ça. Non, on n'attaque personne là. Je comprends et je respecte votre point de vue, vous savez. Mais la question que je me pose, c'est que dans le lot, il y a des parents qui font des efforts, qui se donnent. Et il y a des élèves aussi qui font rien. Voilà, qui font rien, exactement. Et donc là, le parent, il joue qu'un rôle. C'est pas lui qui doit apprendre les cours à sa place, je crois. Ce n'est pas, quand nous disons il doit faire son mea culpa, ce n'est pas d'aller présenter des excuses à son enfant pour dire que je n'ai pas fait ceci, c'est pour ça que tu n'as pas vu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Là, on n'avait pas compris. C'est à titre individuel qu'il doit faire une analyse de conscience pour voir, mais est-ce que vraiment ce que je devais faire pour que l'enfant soit dans le carré d'as là, est-ce que vraiment je l'ai fait? Ce n'est pas d'aller dire ça à l'enfant que non, tu m'excuses, etc. Si tu fais ça, c'est extrêmement grave. Merci pour l'explication, monsieur Marcel. L'opposition n'est même pas. Franchement, on était partis sur mon enfant, pardon. À genoux, pardon. On va réclamer toutes les excuses passées. Sur la base de la question qu'elle a posée, sur la base de la question qu'elle a posée, j'ai bien dit ce que le dispositif que le parent doit mettre en place pour que l'enfant soit dans le carré d'as. Oui. Donc, ça veut dire que le parent dont l'enfant n'a pas réussi, il ignore ce dispositif. Vous voyez? Il ignore ce dispositif. Et il va déjà échanger avec l'enfant pour faire ce que vous avez dit entre-temps, l'analyse SWOT. Voilà, l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Et ça passe par des questionnements. Qu'est-ce qui a fait que vraiment, matière par matière, ça n'a pas marché? Parce qu'il ne faut pas parler globalement. On parle du global pour aller au spécifique. Oui. OK, vous avez
8 ou 10 matières obligatoires. Dans telle matière, ça n'a pas marché. Est-ce que je peux comprendre comment tu as fonctionné? Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu penses? Comment on va faire pour que vraiment tes notes flambent rapidement? Parce qu'on a encore 2 chances. Il y a le deuxième trimestre et le dernier. troisième trimestre. Vous voyez, non? L'enfant donne son avis et le parent aussi va donner son avis. Mais l'avis du parent, avant qu'il n'engage cette discussion avec l'enfant, il faut qu'il s'approche des enseignants, des inspecteurs, des spécialistes pour dire ça n'a pas marché au niveau de mon enfant, mais j'ai foi qu'à partir de ce que je viens de constater, eh bien, nous voulons aller vers un changement. Alors, quels sont les éléments de changement? Comment on procède? Comment on doit procéder matière par matière pour que l'enfant puisse obtenir de bons résultats en fin d'année? Et on te dira, c'est après avoir collecté toutes ces données, cette information, que tu peux maintenant engager la discussion avec l'enfant et vous allez bâtir un plan de réussite matière par matière. Ok. D'accord. Avoir un enfant, c'est du boulot à plein temps. Vraiment. Ah, vous écoutez, vraiment, c'est le travail. Non, mais c'est plutôt écouter M. Marcel que je te dis, que fais-je? Tu te rends compte que être parent, c'est pas du gâteau. Non, en fait. Non, mais en fait, ça me pousse à poser la question. C'est une question personnelle. Est-ce que vous appliquez... On va arriver, parce qu'il y a l'enfant qui a bien réussi. Oui, discours, oui, hein. bien sûr. Est-ce que vous bien sûr. appliquez... je n'ai pas fini. C'était donc Ça, c'est l'enfant qui Oui, n'a ça, pas bien c'était- réussi. C'est ça, le bon choix. échauffement, donc. Est-ce que vous appliquez ça à vos enfants? Bien sûr. Bien Et évidemment. deuxième partie. La deuxième partie, mais je suis membre du domaine, je sais comment on fait, mais je ne vais pas appliquer ça pour les autres et moi les enfants vont échouer. Voilà, ça, effectivement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Alors, clair. pour l'enfant qui a réussi, c'est de lui dire qu'il est à un niveau appréciable. Et quand tu es à un niveau appréciable, tu ne dois pas descendre au bas de l'échelle. Ça, c'est le discours qu'il faut le tenir. On dit bien, c'est vrai? Ok, toi, tu as bien travaillé, tu es dans le carré d'as. Supposons qu'il n'est pas premier, mais il est dans les 5 premiers. Alors, il n'a qu'à nous dire le prochain défi, c'est quoi? Que l'enfant se prononce d'abord. Prochain défi, comme j'étais deuxième ou bien troisième ou bien quatrième, Je veux être premier. je vais être premier. Ah. Et je maintiens le cap jusqu'à l'université, jusqu'au baccalauréat. Waouh. Incroyable. Il faut amener les enfants à monter la barre haut. Parce qu'ils sont dans un monde concurrentiel où les gens ont compris qu'il n'y a que les gagnants, les forts, les intelligents et autres. C'est eux qui peuvent passer par les mailles du tamis. L'excellence toujours. L'excellence, la culture de l'excellence. Voilà. Et donc, si tel est le cas, l'enfant doit s'engager à être excellent par rapport aux matières dans lesquelles on l'évalue. Le jour où il n'a pas travaillé, sa plus faible note, c'est 16. Waouh. Tu as monté la Bah, barre. c'était la note d'Armand. Hein. Oui, Il ne s'est pas bien réveillé. Sa plus faible note. Sa plus ça. faible note, c'est 16. Il ne s'est pas bien réveillé, ça. Sa Oui, plus oui, faible oui. note, c'est 7, c'est 4. Ah, le jour... Il est toujours dans les 16. Ça veut dire qu'il ne s'est pas bien réveillé. Même si c'est 150 là, il ne s'est pas bien encore réveillé. C'est mieux de ne pas parler de moi. Monsieur Ataï, vous pouvez le raconter. C'est mieux. J'ai dit c'est mieux. Il faut que la journée se passe bien pour tout le monde. Franchement, on Donc, comprend qu'il ne suffit voilà, pas juste. il doit s'engager à Oui. être toujours excellent, Excellent. dans les matières fondamentales. Voilà. Et que le jour où il n'a pas travaillé, il doit s'engager à ce que le jour vraiment, ça n'a pas marché, sa plus faible, nous, c'est 16. Ça veut dire que quand il s'est bien réveillé, c'est 18 à 20. Waouh. Même ma Armand national a dit waouh. Monsieur Ataï, Oui, attendez. c'était quoi votre plus faible Non, mais j'ai dit qu'il fallait ne pas donner mon cas pour permettre aux téléspectateurs de passer une très bonne journée. On est très curieux de savoir. Ben, nous aussi. La plus forte, c'est 20. Non, nous aussi, on est dans les notes données par M. Marcel. Alors, je vous laisse deviner. Non, on comprend qu'il ne suffit pas juste de prendre les répétiteurs en vrac. Il faut vraiment prendre les notes à la minutie et regarder avec l'enfant
permettre à l'enfant de donner son point de vue sur ce qu'il vit, aussi en tant qu'élève qu'enfant. Ouais. D'accord. Maintenant, en parlant sur le côté parental, allons maintenant sur le côté de l'école, avec les professeurs. Avant ça, je complète. Oui, compléter. Je complète pour dire que l'enfant qui a réussi dans les matières, Oui. qu'il comprenne qu'il n'est pas encore dans la culture de l'excellence, parce qu'il y a deux autres critères qui sont intrinsèquement liés, inséparables, indissociables, pour qu'on dise qu'un élève est un élève excellent. Et rappelez ça à l'enfant. D'accord. Parce que tu l'as apprécié qu'il a bien travaillé, n'est-ce pas? OK. Si on fait conseil de discipline et il est l'élève excellent, mais Il n'est pas discipliné. il est indiscipliné, Ouais. son excellence là servira à quoi? Monsieur, on peut pardonner un peu, vu Non. que... Non. C'est pour ça qu'on donne le cours d'éducation civique et morale. C'est pourquoi on demande aux parents d'instruire l'éducation aux valeurs aussi à la maison pour compléter ce que l'enfant apprend à l'école. Pour qu'il ne soit pas un bon élève à l'école et dans la rue, c'est un vandale. Un problème se pose, il est chef de file pour casser les biens publics. Et pourtant, il a réussi très bien à l'école, dans les matières. Il y a problème. Il y a un gros problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc, la deuxième dimension, c'est qu'il doit être respectueux des parents. Donc, tu dois me respecter. Il y a des limites entre toi et moi. Même si je t'aime bien, il y a des choses, je ne veux pas t'autoriser. C'est clair. Et c'est comme ça, tu parles. Oui, et respectueux du règlement intérieur de l'établissement pour que tu sois un élève modèle, que tu ne sois pas un perturbateur, on sait, que ce soit dans la classe ou dans l'établissement. Et maintenant, se dire, comme tu es excellent et autres là, bon, qu'est-ce que tu comptes faire dans la vie demain? À quel est le métier qui t'inspire pour que je puisse te donner ou te mettre en contact avec de mettre à ta disposition d'abord des documents sur l'orientation et de mettre en contact avec les spécialistes de l'orientation pour que très tôt, tu saches ce que tu veux faire. Trois métiers prioritaires dans l'ordre, tu cherches trois choix prioritaires dans l'ordre. Préférence. Voilà, de préférence. Et comme ça, l'enfant fonctionne sur la base de ces trois métiers, dont un sur l'entrepreneuriat. Ah oui. Trois, dont un sur l'entrepreneuriat. Quel que soit ce qu'il choisit, il doit lui-même créer pour être un patron. Monsieur Marcel. Si vous me permettez, Miss Lai, je veux Oui, juste non, je rapidement vous permets. ajouter. Donc, c'est les trois choses qu'il faut dire à l'enfant qui a réussi. Il n'a pas encore fini. Non, c'est fini. C'est fini. C'est l'enfant qui a bien travaillé. Il y a des compléments d'information à lui donner pour qu'il comprenne que demain dépend pas seulement de sa réussite aux évaluations là, mais il y a aussi d'autres dimensions sur lesquelles dont il doit tenir compte. Super. Madame Donc, Armande. moi, je voulais juste rajouter pour les élèves qui pensent que les résultats dont M. Marcel parlait, c'est peut-être un peu trop demandé ou c'est peut-être sorcier. Non, moi, j'ai eu une connaissance comme ça qui, en classe de 3e, elle était dans le classement des 3 premiers. Elle était d'abord première. Après, elle est descendue à 2e. Du coup, elle a réfléchi. Elle s'est dit, Armand, là, si je redeviens première, que j'échoue encore, je redeviens 2e, on va me taper. Ce qui est sûr, parce qu'on l'avait déjà tapé quand elle était 2e. Et elle se disait que si elle devenait 3e, ça allait être pire. Donc, elle s'est dit, elle va maintenir le cap de 2e. Et franchement, depuis que je la connais, elle est restée 2e jusqu'au baccalauréat. Elle n'a pas diminué, elle n'est pas montée, elle est restée 2e jusqu'à la fin. Donc, je voulais juste dire que oui, c'est possible, de maintenir le cap jusqu'au baccalauréat. Bref, ce que tu dis, il y a une valeur derrière. Apprendre à se lancer des défis, c'est une valeur. Selon le défi que je dois maintenir le cap. À défaut d'être soleil, il faut être l'étoile, il faut être au moins luciole. Oui. À défaut d'être étoile, il faut être au moins luciole. C'est ça. Oui. Parce qu'on n'est pas quand même tous dans les mêmes conditions. Oui. Voilà. Mais, quelles que soient les conditions, tu décides. Tu as foi en ce que tu fais. Et tu veux véritablement t'inscrire quand même parmi les meilleurs. Tu es capable. Tu peux. Celui qui veut, il peut. Comme dit Obama, yes, I can. Super. Ah ouais, Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Vous étiez où, là? En philosophie? Je n'aime pas faire dans mon quartier. Coiffure Obama. Ok, merci, monsieur Ataï. Taï.
Ouais, avec plaisir. Si je peux avoir ça, tu imagines tous les jours ici. Oh, oh. Monsieur Toyi, vous ne voulez pas le ramener avec vous? Non, Monsieur Bassal, il va falloir revenir sur le côté l'enfant et les fêtes de fin d'année. J'ai pas oublié, vous avez dit quelque chose là. Oui, dites. Non, mais quand monsieur parlait du fait que l'enfant il doit se concentrer sur son objectif, dans son taux de réussite, et donc lui ne se concentre pas sur la fête, j'ai toujours des... Je sais pas, ça me revient. Depuis que vous parlez, ça me revenait toujours. Ça a donné goût. Je pense qu'il faut nous éclairer. Parce qu'on dit toujours que les enfants ont besoin d'avoir un moment de distraction. Divertissement sain. Bien sûr, bien sûr. Et pour divertissement sain. Et pour ce sont ces moments de fête durant lesquels les parents aussi sont un peu plus relax sur certaines choses. Et vous dites que l'enfant doit plus se concentrer sur les études que sur les fêtes. Oui, en fait, ce que nous sommes en train de dire, comme ils sont en évaluation, qu'ils comprennent que sa priorité doit être les études, faire tout pour bien réussir dans les matières. D'accord. Maintenant, dès qu'ils finissent il faut maintenant discuter avec le parent pour voir qu'est-ce qu'il souhaiterait pour les fêtes. Puisque ce n'est pas lui qui va décasser les moyens. C'est le parent qui va décasser les moyens. Donc, il faut échanger maintenant avec l'enfant. Et maintenant, on prépare maintenant la fête à la maison. Est-ce qu'il faut, il faut faire des sorties? Est-ce qu'il faut aller faire des emplettes ensemble, etc. Oui. Pas eux tous. Pas eux tous. Bon, la foire, comme c'est juste pour un temps, ils sont obligés le week-end de voler au moins quelques heures pour aller voir ce qui se passe et acheter ce qu'ils peuvent acheter. Oui. Voilà. Donc, quand, disons, une opportunité s'offre, il faut la saisir rapidement pour faire des provisions. Oui. Donc, ça veut dire que le parent peut discuter, aurait déjà discuté, comme la foire est finie, aurait déjà discuté pour voir qu'est-ce qu'on peut acheter à la fois pour mettre de côté. Et après l'évaluation, après les compositions, eh bien, on revient à la charge pour échanger, pour voir comment nous allons compléter, si ça nécessite de compléter certaines choses, et comment on va organiser la fête pour que vraiment ça puisse créer la joie vraiment en famille. C'est de ça qu'il est question. Mais il ne faut pas que la préparation de la fête soit la priorité pendant que les élèves sont en examen. Non, non. Il ne faut pas renverser les choses. D'accord. Et moi, la question que j'aimerais aussi poser, c'est de savoir, ils sont en fait dans des établissements scolaires et ils sont encadrés par des professeurs. Quel est le dispositif que le système scolaire, c'est-à-dire l'établissement dans lequel ils sont, les établissements plutôt dans lesquels ils sont prennent pour qu'ils reviennent en forme et plus aguerris pour commencer la deuxième... Le dispositif, c'est un dispositif de conseil pour l'alimentation, le conseil face aux aléas de la vie, voilà, pour ne pas tomber dans des addictions. C'est un conseil seulement qu'il peut me donner, puisque dès que le temps du trimestre finit, eh bien, on libère les enfants et les enfants sont à la disposition des parents. Donc, l'établissement, logiquement, doit organiser une séance de travail entre le chef d'établissement, l'association des parents d'élèves de l'école, en présence des élèves, pour leur donner des conseils. Voilà. J'aimerais que vous reveniez là-dessus. Vous avez dit, disons, le conseil de l'établissement en soi, conseil administratif. Oui, l'association des parents d'élèves de l'établissement. Non, oui, je parle de... Donc, premièrement, vous avez parlé de l'administration. Oui, l'administration de l'école. Oui. Avec les parents d'élèves, en appui des élèves. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, les réunions se font qu'avec les parents d'élèves. Il faut innover. Il faut innover. Nous sommes à l'ère de l'innovation. Si vous utilisez des pratiques qui sont dépassées ou bien qui ne donnent pas des résultats, il faut réfléchir aux pratiques innovantes. Voilà. Si vous vous rendez compte que vous avez fait ça 1, 2 fois, certains élèves sont revenus avec des filles, elles sont revenues avec des grossesses, d'autres sont tombés dans des addictions à la drogue et autres, ça veut dire que votre dispositif ne marche pas. Et donc, il faut changer le fusil d'épaule. Et donc, impliquer finalement les élèves dans les échanges et les discussions pour plus d'engagement à
adopter les attitudes positives, hein, pendant les fêtes, parce que les fêtes offrent vraiment tellement d'opportunités pour tomber dans l'addiction à l'alcool, d'opportunités pour tomber dans l'addiction au sexe, en tout cas à tous les vices que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il faut les impliquer. Et comme ça, ça va ressembler à ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. Le dialogue intergénérationnel. Donc, dialogue entre les parents, l'administration et les élèves sur un sujet de préoccupation qui va les amener à revenir, comme vous le dites, en bonne santé et prêts pour continuer les cours à des fins de bons résultats en fin d'année. La question que je voulais poser par dessus, vous avez commencé par le toucher déjà lors de votre intervention, c'est de savoir, lors de ces réunions-là, de quoi est-ce qu'il faut vraiment parler? Parce qu'on ne va pas... Il y a eu tout un cursus, une partie déjà qui est écoulée. Et puis, il faut parler de tout ce qui est résultat, tout ce qui est comportement. Et quand on parle de la présence des élèves, désolé, mais je ne me vois pas venir m'asseoir en tant qu'élève et que le directeur dise à mon papa ou bien à la maman que c'est comme ça, en classe, j'ai eu cette note-là, et puis devant tous les autres, en fait. Non, ce n'est pas une séance individuelle entre l'administration, le parent et l'élève concerné. Parce qu'il y a des établissements qui ne savent pas faire. Ce n'est pas tout le monde qui sait faire les réunions de parents d'élèves. Il y a deux types de réunions. Il y a une réunion préparatoire à la grande réunion avec les élèves. La réunion préparatoire, c'est d'abord entre le corps administratif, le chef d'établissement et les enseignants. Après, c'est entre le corps administratif et l'association des parents d'élèves de l'établissement. Et c'est après ça que maintenant, on peut ouvrir à une rencontre avec les élèves. Et quand nous disons les élèves, ils peuvent choisir de prendre un échantillon d'élèves par classe ou bien de faire une sensibilisation de masse. Tout dépend de la stratégie qu'ils auraient adoptée. Tout dépend de la stratégie qu'ils auraient adoptée. Maintenant, tu dis de quoi on va parler. Mais le diagnostic est fait par les parents, le diagnostic est fait par les élèves et par les enseignants. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils constatent comme bonne pratique au niveau de certains enfants, qui sont des pratiques partageables, qui sont des pratiques inspirantes, etc. Ils notent. Quelles sont les attitudes et les comportements anti-sociaux, n'est-ce pas? Voilà. Quelles sont les attitudes vraiment méprisables au niveau des jeunes aujourd'hui et des enfants aujourd'hui? Vous notez tout cela. Et maintenant, vous allez échanger entre l'administration et les parents, voir qu'est-ce que chaque parent peut apporter comme contribution. Il y a des gens qui ont des expériences réussies qui peuvent partager. Voilà, ça va profiter aux autres parents. Et maintenant, en rencontrant les élèves, sur quels sont les points, puisque vous avez fait le diagnostic. Oui, le diagnostic vient de ce que les parents, les enseignants constatent. Ça vient aussi de ce que les parents vous ont versé au dossier. Et maintenant, comme c'est beaucoup de choses, il faut tenter pour voir qu'est-ce qui est prioritaire. Quels sont les sujets prioritaires. Mais il faut toujours commencer par les bonnes pratiques qu'on constate au niveau des élèves. Pour dire vraiment, il y a certains élèves parmi vous, franchement, nous sommes fiers de vos comportements, de vos attitudes, de vos résultats aussi. Et nous voulons vraiment convier chacun à remonter, à faire beaucoup plus d'efforts pour être proche des meilleurs. Et ça doit être votre préoccupation, la préoccupation des parents et aussi les préoccupations des autorités qui investissent et les préoccupations des jeunes. Voilà. Parce que c'est un investissement qui se fait et il faut un retour sur l'investissement. Donc, ce discours de positivité, il est important de tenir ce discours d'abord. Donc, c'est le point numéro 1. Parce que si vous commencez par des reproches, vous commencez par voilà, et autres là, au niveau des enfants, ils ne seront pas prêts à accepter ce que vous allez dire après. Donc, vous faites maintenant une transition pour dire, ben, parmi eux, eh bien, il y en a aussi qui font de mauvais résultats, et qui font quoi? Qui adoptent aussi des comportements déviants. Et donc, nous voulons convier vraiment chacun à changer. Pour, comme on le dit à l'église, pour naître de nouveau. Donc, si la chose fonctionne telle que je l'ai décrite, en principe, ça doit pouvoir marcher. Que ce soit entre
l'administration et les parents d'élèves, ou bien que ce soit entre l'administration, les parents d'élèves et les élèves. D'accord. Monsieur Amar? Oui, en fait, Monsieur Marcel, il y a quelques semaines, j'ai eu à pousser un coup de gueule ici par rapport à quelque chose qui s'est déroulé dans une école. Ça va toujours dans le cadre de ce dont les élèves et les enseignants peuvent parler. Est-ce qu'un enseignant a le droit de dénigrer la foi d'un élève? Ce qui s'est passé, c'est que c'est une élève qui est rentrée à la maison un peu troublée parce que son professeur lui a dit que sa foi qu'elle embrasse n'est pas réaliste, qu'elle pense réellement que le ciel existe, tout ça. Donc, est-ce que c'est surtout pour les enfants qui ne sont pas assez matures? Donc, est-ce que c'est autorisé? Parce que les enfants, à leur âge, un enfant de 12, 11 ans est encore influençable. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur l'enfant et est-ce que c'est autorisé? C'est une erreur monumentale d'un enseignant de porter un jugement de valeur sur la foi d'un enfant. Ce qu'on lui a dit, en tout cas ce que l'autorité lui a demandé par rapport à tout ce qui est lié à la religion, c'est d'enseigner l'histoire des religions et il s'arrête là-bas. Point. Point final. En plus, c'est un professeur d'SVT. Qu'il soit professeur d'SVT ou bien n'importe quel professeur, on t'a demandé, il y a un cours. L'histoire des religions, catholiques, protestants, musulmans, vous arrêtez là. Comment? C'est l'historique. Oui. C'est l'autorité qui a donné ce document et ce programme-là à enseigner. Tu t'arrêtes là. Mais si tu te permets de porter des jugements en comparant les religions, tu es tombé dans la faute et tu t'exposes à des sanctions. De la même manière, je vais plus loin que ce que tu dis là. Tu es professeur, on t'a demandé de faire un cours sur les partis politiques légalement constitués dans le pays. Tu t'arrêtes là. Ne va pas dire que tel parti est ceci, tu portes des jugements là. Là, tu as quitté le terrain pédagogique pour tomber dans le militantisme. Exactement. Et tu auras des problèmes. Je vous donne un exemple. Oui. Il y avait un monsieur, il était professeur d'histoire géo avant d'être inspecteur. On était allé à un séminaire, il a partagé un exemple. Il dit, on lui a demandé en tant que professeur d'histoire géo d'enseigner aux élèves les critères de définition d'une ville. Les critères de définition d'une ville. Très bien. Pour qu'une ville X soit appelée ville, quels sont les éléments qu'on peut retrouver au niveau, voilà, les indicateurs. Oui. Quand il a fini, les élèves ont appliqué les critères à leur ville. Conclusion, cette ville-là n'est pas une ville. C'est chaud. C'est gâté. À qui la faute dans ce Mais est-ce que son cours a été correct? Correct. Il s'est arrêté là où on l'a dit de mettre point. Enseigner les critères de définition d'une ville. Point. Donc, les élèves ont appliqué, ils sont rendus compte qu'il y a tel élément qui manque dans leur ville. Oui. Et donc, conclusion, ce n'est pas une ville. Ce n'est pas une ville. Et donc, les enfants des politiciens sont allés dire à leurs parents que l'enseignant a dit que leur ville, je préfère garder l'anonymat. Hein, voilà. Faisons ça comme ça. Voilà. C'est mieux. Que leur ville n'est pas une ville. Le lendemain, on a envoyé la gendarmerie. Ah oui. Oui, mais c'est le coup. On a envoyé Non. C'est pas le coup. Parce qu'il est tombé dans une situation politique. Donc, on a envoyé la gendarmerie et on convoque le professeur au provisorat. Tu as dit, hier, tu as fait cours et tu as dit aux élèves dans ta classe que cette ville-là n'est pas une ville parce qu'elle ne répond pas aux critères. Il dit non, ce n'est pas lui qui a dit que voilà le programme que l'État lui a remis.
L'autorité. C'est vraiment Ça, c'est une belle C'est le défense. coup qu'on a donné. Oui, on a donné, on m'a dit dans le cours que mon devoir, c'est d'enseigner aux élèves les critères de définition d'une ville. Oui. Voilà la page, voilà les critères. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Quand lui a fini, les élèves ont appliqué ces critères-là à la ville. C'est eux-mêmes qui ont déduit en discutant que leur ville n'est pas une ville. Donc, ce n'est pas lui. Et les gendarmes sont partis, ils ne sont plus revenus. revenir forcément. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il n'est pas tombé Oui. Dans l'interprétation. dans les Oui, dans interprétations. l'interprétation. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, le métier d'enseignant est un métier délicat aussi. Si tu te laisses entraîner par ce que les élèves, tu rentres dans certaines discussions, mais les échos vont partir tout de suite. Rapidement. Oui. Et un beau matin, tu te retrouves là où il ne fallait pas te retrouver. Tu te ramasses. C'est vrai. Donc, le problème est là. Merci, monsieur Soyi, de nous avoir honorés aujourd'hui de C'est pas votre fini, présence. hein, c'est pas fini. Non, Avant ce n'est que, qu'une première partie. avant que monsieur Marcel ne vienne sur le plateau, Oui. il y avait une discussion. Non, la philosophie, Laquelle? là. Oui, La en fait, discussion philosophique. j'aimerais bien avoir... Monsieur Marcel, je vais venir Ça, c'est le rester bonus de son Comme passage. Monsieur Marcel, Comme ça, vous allez vraiment répondre comme monsieur il faut. Marcel, mais j'aimerais Attendez. apporter une précision. Oui, Attendez. apporte une Je précision. ne parle pas de tous les cours. Tu as parlé de On la parle de la Je Philo. parle du Philo. cours de philo. Voilà. Monsieur Ah, Marcel. c'est mes français ABC. C'est pour corrompre monsieur Marcel. Ce n'est pas une corruption. Alors, c'est Monsieur quoi? Marcel, vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que tu vas bien avec poser tout la le peuple question? togolais qui nous suit actuellement. Et d'ailleurs, parce Et qu'en d'ailleurs, Haïti aussi, on peut nous suivre c'est actuellement. ça. Effectivement. que quand on te donne un cours de philo, c'est ce qu'on te donne qu'il faut écrire sur la feuille. Même si tu dois ouvrir ton esprit, pas trop mentir. Motion, vice de Qui procédure. parle de Vice de mensonge? procédure. C'est mes Accordé, frères est parti accordé. là, ça coupé. Non, 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 monsieur Marcel ne pourra peut-être pas être permettez-moi. lucide Voilà. dans cette réponse. Donc, Revenez à votre place, madame. Et puis, monsieur Marcel pourra répondre. Représentez la situation. Monsieur Marcel, avec le geste que je viens de faire, Mais non. Ben voilà, soyez gentils, messieurs. les dés sont coupés. Voilà. Dites-vous, monsieur Marcel, j'ai confiance en vous. Donc, là, reprenez-moi votre la avis. préoccupation, parce que je ne comprends Oui, pas. si vous Allez-y. permettez. Ouais. Oui, allez-y. En fait, la décision, c'est celle-ci. Mm. Est-ce qu'en cours de philo, l'élève est obligé, pendant l'examen, de reverser exactement ce qu'on lui a appris? Est-ce qu'il n'a pas la possibilité d'ouvrir son horizon et d'aller plus loin que le cours que son professeur Appelez lui a les donné? notes que vous avez. Hein. Non, C'est entre- mes notes, Vraiment. c'est ce que j'ai. Vous avez dit, vous êtes C'est de toujours en là, bas de c'est de là 10. que la discussion est venue. En tout cas, moi, je suis pas d'accord. Hein. Les Je l'ai professeurs- déjà dit. Je suis pas d'accord. Voilà, monsieur Marcel. C'est Est-ce pas qu'on a les le amants droit qu'il faut en philo? déborder. Je précise en philosophie. Je répète aussi, je Est-ce précise qu'on les- aussi, c'est pas l'examen qu'il faut déborder. Il faut le faire après, Il peut-être. faut le faire avant, en Ah, classe. Laissons monsieur Marcel. Ouais, c'est mon apprécier point de la vue. Monsieur situation. Marcel, Non, quand un élève est devant une épreuve de philo, il faut d'abord comprendre l'objectif visé par cette matière-là. C'est une matière de raisonnement qui amène l'enfant à avoir la logique dans le raisonnement. C'est ça, cette compétence qu'on veut faire asseoir, en fait, dans la vie de l'apprenant. Maintenant, selon le libellé, l'élève peut rester juste dans le cadre du cours qu'on lui a donné, mais il a aussi le devoir d'ouvrir. Il peut ouvrir pour apporter sa réflexion. Il doit d'ailleurs, parce que l'objectif de la philo aussi, c'est ça. On veut amener l'enfant à voir s'il est capable de réfléchir face à une situation, problème, quel est son point de vue. Parce que ça fait aussi partie des critères de correction. La philo n'est pas une matière de restitution, oui, mais c'est une matière d'analyse, oui, de réflexion oui, et de construction de la réponse. oui. Vous voyez? Mhm. Et donc, je crois que c'est lui qui a en fait raison, parce qu'il doit ouvrir.
Mais professeur, Mais ne en fait, comprenez pas. Monsieur Marcel, je voudrais qu'on puisse recadrer un peu. Parce que. Oui. Voilà ce qu'il disait, c'était Parce différent. que. hein. C'est différent. Monsieur, on va. Pas du Monsieur tout. Ama, attendez, je vais aller avec Ce un n'est exemple. Je pas vais aller du tout avec un différent. exemple. Hein? Oui. Je vais aller avec un exemple. On dit, voilà, l'homme n'est bon, c'est. La société veut qu'on- Voilà, la phrase est là. Oui. Et l'élève, en pleine composition, il va donc ouvrir le champ. Et selon sa conclusion, l'homme n'est pas bon. Enfin, l'homme est bon. Enfin, il va au contraire, finalement, de, je sais pas, de la logique, de la pensée, tout ça. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il a donc ouvert le champ et qu'il a eu raison et tout? Moi, ce que je pense plutôt dans ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous avez dit, et c'est ce que nous faisons, parce que j'étais très bon en philosophie, pour information. Voilà. Amen. Ouais. Alors c'est que dans le développement, qu'il passe par une autre stratégie, qu'il passe par d'autres exemples, qu'il ouvre son champ, qu'il fasse d'autres gymnastiques, mais que la conclusion soit la bonne, soit celle qu'on attend de lui. Mais s'il fait ces gymnastiques et finalement, on se perd en fait en conclusion, c'est là, moi, c'est ce que je déplore. En fait, Il ne doit pas se perdre. il ne doit pas se perdre en fait. C'est Il ne doit ça. pas se perdre. Il peut ouvrir le champ, il peut faire il peut C'est ne ça. pas utiliser la méthode de l'enseignant. C'est exactement comment- ce dont je parle. Non, pour avoir 6 sur 20, C'est- non. Par rapport à la Désolé. note, ce que je dis, c'est que ça dépend de l'appréciation que le professeur a eu à faire de ce En que fait, j'ai c'est fait. sa phrase. Il disait, Peut-être que le professeur avait le même point de vue que je devais rester dans le cadre Non, défini. non, moi, je ne. non, on disait pas de rester. Tu ne restes pas dans le infiniment cadre, que c'est dans le- la On a bien philosophie. dit une ouverture d'esprit Oui. aussi durant le truc. Mais quand vous faites votre rédaction et que vous extrapolez, Voilà. vous allez. Non, on ne va pas extrapoler pour raconter n'importe quoi. Mais vous avez Non, dit que vous mais avez- on va au-delà de la réflexion qui est là. C'est comme en mathématiques, c'est ça. Il y a Non, la l'équation. mathématique, c'est plus Il y exact. a l'équation. Il y a les gens qui vont utiliser d'autres méthodes. Oui. Mais oui, vous a oui. appris Le résultat doit être demeure le le même. C'est ce oui. que je dis en Oui. fait pour la philosophie. Vous pouvez je sais pas, éclater la pensée, la On réflexion peut ne comme pas vous voulez. être d'accord avec le professeur en philosophie. Mais Oui. faites ça en classe. Non, pas forcément. Non, c'est pas les amis, tu vas me faire Parce ça. que Je suis désolé. ce qu'il disait aussi, C'est il ce y a que je beaucoup déplore. d'élèves qui nous suivent aussi. Il faut que les élèves comprennent que les notes sont importantes. Les notes sont importantes en Justement. classe. Justement. C'est ça, en fait, c'est la partie de C'est ce c'est que- la c'est ce partie que où moi, il je n'a n'ai pas pas bien compris, fait. en fait. Et il faut que les élèves comprennent que les cours de philo, il faut bosser. Pour nous, au cours, on vous donne les cours, il faut bosser, mais le prof vous dit aussi, amenez vos idées, écrivez vos idées, et puis, au fois, oui, en ayant une ouverture, mais revenez, en fait, un peu soyez dans le contexte comme il le faut. Maintenant, il faut comprendre aussi que les notes, c'est très important pour la réussite. On ne vient pas à l'école pour avoir zéro. C'est justement pour ça Ni qu'on 6 sur ne 20. devait pas trop se C'est- focaliser ouais, sur les ce notes que en vous dites, philosophie. c'est ça ce qu'on appelle, en principe, à la rentrée, avant de commencer le cours, Oui. quelle que soit la matière, il faut montrer aux élèves d'abord comment on apprend cette matière et comment on réussit l'épreuve de la matière. Quand il s'agit de la philo, faites comprendre aux enfants que c'est on veut les amener à ce qu'on appelle le débat contradictoire. Oui, c'est pour ça que quand on donne une épreuve de philo, par exemple, vous prenez dans ta thèse, vous prenez des philosophes qui soutiennent le libellé. Et vous faites une transition pour prendre d'autres philosophes qui ont battu en brèche tout ce que l'autre a dit. Maintenant, des deux, toi, ta position, c'est quoi? Tu dois maintenant donner ton avis. Est-ce que tu vas, disons, être au centre, voilà, pour faire une synthèse, pour dire que sur tel aspect, celui-ci a raison, sur tel autre. Et maintenant, toi, tu penses que l'ouverture dont on parle là, en réalité, c'est ça. Tu ne peux pas être d'accord avec les deux professeurs, les deux Tu philosophes. peux aussi même. ne pas être d'accord, mais il faut démontrer, à partir des philosophes qui ont déjà travaillé sur cette question, puisque tu as reçu des cours, voilà, il y a tel qui ont démontré que ceci, C'est ça. voilà, et d'autres qui ont prouvé le contraire. Maintenant, si toi tu n'es pas d'accord, c'est en ce moment que tu dois donner tes arguments, mais il faut que ce soit des arguments convaincants. Convaincant. Si ce n'est pas convaincant, Convaincant, ah, là, monsieur Amar, convaincant. si ce n'est pas convaincant, il va pas poser problème. Tu n'auras pas la note. Hein. Voilà. Ah, ah. Vous savez combien il avait Le- En bas de 10. Non, de toute façon, il a le dit plus ça, important, en bas de 10. le- Et puis, il le va fait parler. parler comme ça. le plus important, on ne me comprenait pas. Ah. C'est la conclusion.
laisser comprendre. C'est ça le problème. Il faut te faire comprendre. C'est vous qui refusez de comprendre. Voilà, il c'est faut te faire comprendre. ça. Merci beaucoup, monsieur Marcel Toyi. Merci. Ok. Nous allons poursuivre cette émission en pause musicale et nous revenons juste après.